Salut, c'est Fanny, coach en Human Design et facilitatrice en Breathwork. Salut, c'est Dave, coach sportif et nutrition. Bienvenue sur le podcast En Duo. Ici, on vous partage notre vision, nos expériences, nos réflexions sur le couple en toute simplicité et authenticité. Bienvenue à tous dans l'épisode numéro 8 où je vais faire l'interview de Fanny. Salut à tous. Fanny et David qui vous parlent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus à qui est Fanny, son histoire, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, etc. Donc elle va parler, moi je vais essayer de rester concentré et de lui poser des questions. Donc bienvenue à tous. S'intéresser à ma vie. Donc bienvenue à tous. Déjà, j'espère que vous avez pu écouter le précédent podcast où c'était Fanny qui faisait mon interview. Et donc j'espère déjà que ça vous a plu et on a déjà des retours quand même assez positifs sur le podcast. Donc merci déjà à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez surtout pas à venir vous abonner ou à mettre un avis sur le podcast pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des recommandations. Et on est parti rapidement du coup sur Fanny. Fanny, est-ce que tu pourrais simplement déjà te présenter pour les youtubeurs qui vont nous regarder ou les podcasteurs qui vont nous écouter? Super, ça va être un épisode hyper challengeant pour moi parce que très compliqué de parler de moi. Je suis en règle générale plutôt à l'aise dans les podcasts et là j'avoue que depuis qu'on s'est dit qu'on allait faire ce podcast-là, je suis un peu stressée. Donc je vais essayer de me présenter du coup. Donc je vais vous mettre des cases classiques pour que vous puissiez savoir qui je suis normalement. Donc je m'appelle Fanny, j'ai 34 ans, bientôt 35. Tais-toi. Voilà, je suis mariée, même si bon, pour moi ça définit pas qui je suis, mais voilà, on a un chien. Je travaille dans les ressources humaines et à côté j'ai une auto-entreprise dans l'accompagnement, notamment dans le breathwork et dans le coaching et le human design. Donc je suis Cancer ascendant Bélier et pour ceux et celles qui connaissent le human design, je suis manifestor splénique 5-1. Voilà, j'ai pu donner presque toutes mes cases. Pour ceux qui ne nous voient pas, je suis brune avec les cheveux longs et les yeux marrons. Super. Et on n'avait pas parlé des tatouages, bref, bon ça c'est un détail. J'ai 3 tatouages. Ok, écoute, merci de t'être présenté. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ce que je fais, voilà. Mon métier, lequel est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta vie, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant? Alors, installez-vous. Vous avez combien de temps? Non, je plaisante, je vais essayer d'aller vite. J'ai fait mes études. Moi, j'ai toujours été la petite fille modèle, celle qui rentre dans les cases, qui fait pas trop de vagues, qui fait pas trop de bruit. Oui, ceux qui connaissent les manifestors, vous vous dites ah ok, c'est ce genre-là de manifestor. Donc, j'ai vraiment essayé d'être la petite fille à ses parents. Donc, j'étais bonne à l'école, rien à dire. Donc j'ai continué mes études parce que je me suis pas dit que je ferais autre chose. En grandissant, j'ai kiffé Ali McBeal, alors je me suis dit tiens, pourquoi pas devenir avocate. Donc quand j'ai fini mon lycée, j'ai eu mon bac. Je me suis dit on va faire des études de droit. J'ai eu toutes mes années du premier coup. Et puis donc j'ai fait un master en droit du travail. Et puis ça a continué comme ça. Et par contre, là, j'ai commencé à faire des stages dans l'univers avocat. Et ça m'a vite saoulée. Et là, c'est les premières fois où je me suis vraiment... en fait, avec le recul, où je me suis vraiment connectée à moi, en mode quand je sortais des stages, où je me disais vraiment, c'est pas fait pour moi, quoi. Alors que jusqu'à maintenant, je m'étais jamais posé la question. Et pourtant, il y en a plein qui, à l'école, disent « Ah non, à l'école, franchement, c'est la misère et tout ». Je me suis jamais dit ça. Je me suis toujours dit « c'est un peu chiant de rester assis toute la journée et tout ». Mais là, je me suis dit, stage avocat, en vrai, relou. Mais bon, fille têtue, donc fille qui va jusqu'au bout. J'ai passé le concours pour rentrer à l'école d'avocat une première fois. Et il faut savoir que j'ai fait mon stage de fin d'études dans les ressources humaines, dans les relations sociales. Et là, par contre, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Bref, donc comme je vous ai dit, têtue, la meuf va concours d'avocat. Donc pour ceux qui l'ont passé, on passe quand même 1 an à le préparer. Donc j'ai passé 1 an à le préparer, je l'ai pas eu. Et je l'ai repassé une deuxième fois. Je l'ai pas eu, mais genre à 0,5. Et là je me suis dit vraiment Fanny, c'est pas fait pour toi. En fait tu vas t'entêter jusqu'à quand? Et il faut savoir que ce concours, tu ne peux le passer que 3 fois. Après t'as plus le droit de le repasser. C'est intéressant du coup qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que c'était pas fait pour toi?
Comment t'as découvert, qu'est-ce qui a fait, tiens, c'est pas fait pour moi, en gros? Je pense quand j'ai fait mon stage dans les relations sociales en entreprise, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé faire, où je me sentais, enfin, je sais rien, je me sentais utile. Bref, j'aimais bien aller au travail, quoi. Quand il a fallu préparer ce concours, tous les jours, c'était la purge. C'était la purge. Non, franchement, c'était affreux. On devait aller, t'avais des cours. D'ailleurs, il y avait des cours auxquels j'allais même pas. Je n'ai jamais séché une seule heure de cours. Oui, je vous ai dit, je suis la petite fille modèle. J'ai jamais une heure de colle. Je n'ai jamais séché un cours, même quand il y avait les grèves, les trucs, les machins, j'y allais. Si mes parents écoutent, je vous jure que je vous raconte pas de conneries, c'est vrai. J'ai vraiment été toujours hyper scolaire, etc. Et là, mais c'était plus fort que moi, franchement. On me demandait de faire des exercices, des trucs. Ça me saoulait, je n'avais pas envie de le faire. Et là, je me suis dit qu'il y avait quand même un problème. Parce que quand je kiffe quelque chose, ah mais envers et contre tout, hein, je fais des trucs, mais je peux y passer des heures et des heures. Et là, je me suis dit vraiment, tu kiffes pas, quoi. Et c'est à quel moment où tu t'es dit, tiens, il faut que j'aille faire autre chose? Ou c'est pas fait pour moi? Je crois pas que Alors, je me suis dit, avocat, c'est pas fait pour moi. Déjà, quand j'ai fait mon stage, je me suis dit, Fanny, vraiment, je crois que j'ai fait 2 stages en cabinet d'avocat. Il y en a un que j'ai terminé. J'ai demandé à terminer plus tôt parce que j'en pouvais plus. Parce que j'aimais pas ça. Donc là, je me suis dit, alors c'est pas fait pour moi. C'est genre, C'est quoi que t'aimais pas concrètement? ah, mais c'était chiant. Oh là là, mais la chiantise du truc. En fait, oui, c'est le truc d'avocat. Je suis désolée s'il y a des avocats qui nous écoutent. Je trouve que votre travail, il est hyper important, mais on t'emmène un problème et puis tu vas chercher dans tes codes les textes. Je sais pas. Vraiment, je saurais pas dire. C'était trop strict, trop carré, trop. Il y a pas de petites flammes. Il y a pas de trucs. En fait, je m'éclatais pas. Il y avait pas, j'avais pas d'étoiles dans les yeux. Moi, concrètement, je me faisais chier. C'était horrible. Dès qu'on arrivait avec un nouveau problème, c'était le... Putain, ça me gonfle, quoi. J'ai pas envie de le faire. Et toi, à ce moment-là, c'était quoi ton état d'esprit par rapport à ça? Moi, c'était... faut que j'y aille coûte que coûte parce que j'ai décidé que je serais avocate. Donc, ça doit être cette expérience-là avec ce cabinet-là qui est pas bon. Mais c'est pas grave, en fait, tu continues. Ok. Du coup, t'as continué. Je sais plus dans quel sens ça s'est fait. J'ai fait un premier stage et je me suis dit, ok, je l'ai terminé, ça s'est plutôt bien passé. Et je m'étais dit, bon, je m'étais pas du tout éclatée, mais je m'étais dit, c'est fait. Hein. Je pense que sûrement que quand t'es vraiment avocat, ça doit être cool. La meuf qui essaye de se rassurer. Après le deuxième, quand même, que j'ai demandé à arrêter plus tôt, je me suis dit là, c'est un peu... Et là, je me suis accrochée un peu, tu sais, au prestige, tu sais, à la casse sociale, de dire, waouh, Fanny avocate, genre ça claque, tu vois. Ok. Même si t'aimes pas faire ça, le prestige de dire que t'es avocate, même si le fond il est claqué et même si toi tu détestes ce que tu fais, tu vois, comment on appelle ça, la casse sociale, quoi. Ouais, l'identité, il y a des personnes, on va leur dire, il faut... C'est la casse sociale. T'es manager numéro 1, etc. Tu vas t'accrocher à cette identité. Et moi, j'étais là, genre, Fanny avocate, ça claque. Et après, je me suis dit, oui, ça va claquer, mais alors, toi aussi, tu vas claquer direct. Parce que si tu fais quelque chose que t'aimes pas pendant toute ta vie, il y a moyen que ça soit un peu long. Ok. Et toi, t'aimais quoi à ce moment-là, à cette période de la vie? Est-ce que tu peux nous resituer dans la frise chronologique? Donc j'ai fait mon master 2, je devais avoir 21 ans. Et à ce moment-là, j'ai fait mon stage dans les ressources humaines, que j'ai beaucoup aimé. Et à ce moment-là, j'avais commencé à en parler autour de moi et j'avais eu déjà les premiers retours en mode... Ah mais c'est bouché, il n'y a pas de place, non mais c'est trop compliqué, maintenant les entreprises ils prennent plus de RH, ils délocalisent tout ça en Roumanie ou en Hongrie ou je ne sais plus où. Donc on m'a dit ça et moi je veux être avocate parce que j'ai décidé depuis que j'ai 12 ans que je veux être avocate. Ah oui quand même, ça remonte... Ouais, très très loin. Ah oui d'accord, ok.
Donc tu savais déjà que depuis jeune, tu voulais faire avocate. Je voulais faire un métier où je porte ma voix, je pense, en fait. Ce qui me faisait kiffer dans la série, Ali McBeal, on va se le dire, parce que ça fait partie du métier d'avocat, mais t'es pas tout le temps en plaidoirie quand t'es avocat. Moi, ce que je kiffais, c'était écouter les gens qui parlent et me dire, waouh, moi, je vais porter ma voix comme ça aussi. Ça a l'air trop cool. Ok. Bon, sauf qu'on peut porter notre voix différemment. Donc pendant toute ta jeunesse, en gros, tu savais que tu allais dans ce domaine-là. Je savais que je voulais devenir avocate. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as basculé vers un stage ? À partir du moment où ma mère m'a dit genre danseuse, ça va pas être possible. Du coup, je me suis dit ok, bon, alors je vais pas danser, mais je vais parler. Je vais devenir avocate. Pardon, excuse-moi, du coup j'ai coupé la question. Donc en gros, toi, tu avais une destinée à porter ta voix et à vouloir être avocate, parce que pour toi, ça avait du prestige. C'est Absolument. Ce que tu dis. Ok. Alors, porter ma voix, je pense, parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. D'ailleurs, évidemment, j'ai un petit peu ce stress avant de parler, mais j'aime beaucoup parler en public, ce qui peut paraître très étrange. Parce que dans ma vraie vie, je parle pas régulièrement genre, en grand public, mais c'est pas un problème pour moi. Par contre, après, le prestige, s'accrocher au prestige, c'est pas du tout une bonne motivation, en tout cas, pas pour moi. D'accord. Parce que tu as dit que tu as trouvé un stage dans les ressources humaines. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'en es arrivé à te diriger vers les ressources humaines ? Qu'est-ce qui a fait que tu te dis, tiens, je vais aller vers les ressources humaines ? C'était à quel moment ? On veut savoir. Vous voulez savoir ? Et je suis désolée, ça va être horrible, parce que en vrai, j'ai suivi mon intuition. J'ai suivi quelque chose que j'ai senti. Et là, c'est très difficile à expliquer. C'est-à-dire que il fallait faire un stage en entreprise pour la validation de mon master. Donc là, c'est pas moi qui ai décidé. On m'a dit, pour valider ton master en droit du travail, il faut que tu fasses un stage en entreprise. D'accord, ok. Donc là, tu étais encore en études. Donc là, j'avais 21 ans, j'étais en études pour valider mon master. Ok, d'accord. Donc je trouve ce stage-là de 3 mois qui a été transformé en 6, un truc dans le genre. Et donc j'ai fait ce stage de 6 mois en entreprise, vraiment axé relations sociales. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est la gestion avec les syndicats, les élus, les comités société de l'entreprise. Excusez-moi, j'ai oublié le mot, mais le CSE. Voilà, et donc c'était 6 mois axés là-dessus. Et moi, j'ai vraiment découvert le vrai monde de l'entreprise, etc. Et j'ai vraiment bien kiffé. Et donc voilà, à ce moment-là, on m'a dit oui, les RH c'est bouché, etc. Donc je fais tous mes trucs d'avocat là. Et quand je l'ai pas, la deuxième fois, je me dis mais maintenant il faut que tu t'écoutes. Enfin, tu vas arrêter de vouloir le prestige, le truc. Là, imagine-toi recommencer encore une année entière à apprendre du droit. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible, je vais tomber en dépression parce que vraiment j'aime pas ça. Et il y avait toujours ce truc de ressources humaines qui m'appelait, qui était là, tranquille, là, dans un coin de ma tête. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Ok, tu t'es dit ça quand ? Après le deuxième... Après quand je l'ai loupé la deuxième fois. Ok. Tu as un exemple à nous donner, une memories ? Si on fait une petite immersion... J'ai du mal à m'en souvenir de cette période-là parce que le fait de ne pas avoir eu mon année, enfin le concours la deuxième fois, ça a été extrêmement dur parce que ça a été mon premier plus gros échec. Ok. Comment tu l'as vécu ? Extrêmement mal. Extrêmement mal. Quand je l'ai pas eu la deuxième fois, je me revois effondrée dans ma chambre, genre... Mon père en panique, qui sait pas comment gérer, vraiment des crises de larmes. Mais genre, détresse complète à l'intérieur. Perte de confiance en soi, perte d'estime de soi, genre la meuf complètement paumée. Je suis pas arrivée en mode « Ah, j'ai pas eu mon concours, je vais faire des RH. » Je suis rentrée. J'ai fait « Ok, non mais c'était la fin. » En fait, j'étais à mort. Puis alors, on arrive à la fin des études. Non mais parce qu'il faut savoir quand même que pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. T'arrives à la fin de ton master, donc moi j'avais 21 ans. En fait, j'ai fait une prépa rapide la première fois, juste l'été, et donc après j'ai passé un an complet, donc j'en suis à quoi ? J'ai 22, 23 ans. Et là je me dis, mais je ne sais même pas chercher du travail. À 23 ans, je me suis dit, mais
Je sors des études, c'est quoi ma vie maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La meuf était paumée. Il y a des gens à 23 ans, ils sont parents, ils ont déjà acheté des maisons et tout, et moi j'étais là dans la chambre de mes parents en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je disais à ma mère mais je sais même pas faire un CV, je sais pas chercher du travail, je sais pas ce que je peux faire, alors qu'il y a plein de choses à faire. Quand on termine un master, tu deviens juriste, tu fais de l'assistanat dans les RH, ou même tu peux devenir chargé de mission RH, enfin peu importe. Et du coup je me suis dit ok, vu que je peux pas avoir ça, au bout d'un moment, j'ai commencé à sortir la tête de l'eau et je me suis dit, je vais vraiment essayer de rentrer dans les ressources humaines. Et pourtant, on m'a mis un peu des bâtons dans les roues parce que je sais que j'avais des pseudo-copines qui me disaient, ah non, mais tu verras sur Bordeaux, tu trouveras jamais de taf, en plus, il faut parler anglais. Enfin, vraiment, ça a été extrêmement difficile pour le coup. Et je me suis dit aussi, j'ai pas envie de rentrer dans les ressources humaines en ayant juste un backup juridique. Donc, juste un diplôme juridique. Je veux avoir une formation dans les ressources humaines et dans un covoiturage. Parce qu'à l'époque, tu étais déjà parti sur Toulouse. D'accord, et moi, je faisais les allers-retours Bordeaux-Toulouse. Et dans un covoiturage, je parle de ça avec les gens qui étaient dans la voiture. Il y a la nana à côté de moi qui me dit, mais il y a une super école sur Toulouse qui s'appelle la Toulouse Business School. Et il y a un master spécialisé. Donc ça veut dire que c'est un diplôme au-delà d'avoir 5 ans d'études. Donc j'avais mon master. Elle dit, il y a un master dans les ressources humaines à la Toulouse Business School, tu devrais postuler là-dedans. Et je me suis dit, mais école de commerce, alors moi j'étais à 1000 lieues de ça, j'en avais à peine entendu parler, je connaissais pas du tout ce monde. J'étais genre, go. Et donc j'ai postulé à plusieurs écoles de commerce, une à Bordeaux et une à Toulouse. Et j'ai été prise à TBS. Top. Donc là, en fait, toi, du coup, tu as eu ta période avocate. Avocate, fail. Tu as eu ce déclic après ne pas l'avoir eu 2 fois d'affilée. Ouais. Et puis, au final, c'était plus le côté ressources humaines, avec l'expérience que tu as eue, qui t'a attiré plus, finalement, le déclic, enfin, la rencontre que tu as eue en covoiturage, qui t'a amené l'opportunité de dire, tiens, il y a une école à Toulouse. Ouais. Parce que je me sentais pas légitime à me lancer dans les ressources humaines sans avoir un diplôme dans ce domaine-là. Ce en quoi aujourd'hui, avec le recul, alors je suis hyper contente de l'avoir fait. Enfin là, je referai pas du tout mon parcours. Pour autant, j'aurais pu rentrer dans les ressources humaines sans ce diplôme-là. D'accord. Ok. Donc on va essayer de retenir cette partie-là de l'histoire et on va faire comme dans les films. Comme je vous ai dit, installez-vous, vous avez comme dans les films, on va revenir en arrière et tu vas essayer de nous raconter. Là, donc là, on était plutôt sur la vie professionnelle. Et avant de me rencontrer, est-ce que tu pourrais nous raconter c'était qui Fanny avant qu'on se rencontre, jusqu'à ce qu'on se rencontre, tu vois, ça peut être intéressant de savoir aussi. Ouais, comme j'ai dit, moi j'ai du mal à parler de moi, donc je vais essayer d'être pertinente. Challenge. Alors, moi je suis née à Marseille. Voilà, pareil, raconte-nous ton parcours. Moi je suis née à Marseille. Mes parents ont beaucoup bougé pour le travail de mon papa, donc on a vécu à Marseille, à Lyon, à Rouen, et on est arrivé à Bordeaux, j'avais 9 ans, donc j'étais en dernière année de primaire, enfin j'ai fait mon CM2 en arrivant. Donc voilà, après j'ai fait collège, pas de problème. Comme je vous ai dit, élève modèle, ça passe toutes les années avec les encouragements, les félicitations, blablabla, no problemo. Troisième, il y a un peu d'histoire avec les garçons qui commencent, mais pareil, c'est très tranquille. Je suis pas celle qui a donné du fil à retordre à mes parents quand j'étais plus jeune. Je suis rentrée au lycée général. Moi, je me suis pas posé de questions. Moi, j'admire les gens qui se posent des questions. Alors, je sais pas si vraiment ils se posent des questions ou si c'est la vie qui leur met des gros shoots, mais j'admire les gens qui ne prennent pas justement les chemins où ça va tout droit et où ils se posent déjà des questions quand ils ont 15-16 ans sur leur orientation professionnelle, parce que je ne me suis pas posé une seule question. Moi, on m'a dit « Fanny, fais des études ». J'ai dit « Ok ». Et puis, j'ai avancé. Okay. Donc, seconde, nickel. Première... T'étais où en seconde ? J'étais au lycée d'Aguin, à Mérignac. D'accord. Donc, t'es né à Marseille. Oui. Après, vous êtes allé où ? On est allé à Lyon 5 ans, à Rouen 4 ans. Et D'accord. après, on est arrivé à Bordeaux. Ok. Et j'ai fait toute ma scolarité à Bordeaux jusqu'à mon master.
T'as une des villes favorites que tu préfères sur Bah, celle-là? Clairement, c'est Bordeaux parce que je suis arrivée, j'avais 9 ans, tu vois, les villes d'avant, Ouais, je c'est m'en sûr. souviens Ouais, pas de cool. fou. Ok. Je sais que j'ai bien aimé Rouen parce que c'était cool, mais mes plus grosses, mon plus gros développement, je l'ai fait à Bordeaux. Donc Ouais. pour moi, c'est vraiment Ok. Bordeaux, évidemment. Donc le lycée, seconde, première, terminale, là commencent les premiers copains, les premiers trucs. Donc les notes, elles font un peu comme ça, en haut, Ok. en bas. Mais bon, j'ai jamais eu de problème. Enfin voilà, j'ai jamais eu de problème pour passer d'une classe à l'autre, on va dire. Le bac de français, je l'ai eu sans souci. Et mon bac, je l'ai eu avec mention. Je me souviens même plus assez bien ou bien, je me souviens plus. Mais voilà, j'ai pas eu de problème pour passer ça. Pourtant, c'était vraiment le coup de stress. Pour moi, les diplômes, les examens, etc., c'était stress, puissance 1000. Ok, c'était quoi tes hobbies à ce moment-là? J'ai fait 10 ans de danse. J'adore toujours danser. J'ai arrêté la danse je vais dire en club. Je sais pas si on dit en club. Bref, des cours collectifs, quoi. J'ai arrêté ça. Mais j'ai fait 10 ans de danse et j'aime toujours beaucoup, beaucoup ça. Je trouve que c'est un outil autant dans l'expression de soi, Déjà, j'adore la musique en plus, donc j'adore ça pour faire circuler l'énergie, etc. Et en seconde ou en première, pas du tout sportive. Pas du tout sportive, les amis. Je détestais ça. Le sport à l'école, on en a déjà parlé. C'est horrible. C'était quoi ta relation au sport à ce moment-là? Je déteste déjà le mot sport. Ça me faisait partir en courant. Je trouvais ça horrible. Ouais, on va faire handball, football, basket. C'est trop bien. Rien que là, je le dis, je pourrais le vomir. Encore aujourd'hui, par contre, les sports co. Que des bons souvenirs. Horrible. Ouais. Horrible. Donc, horrible. Je détestais ça. Donc, moi, j'étais Fanny, studieuse, mais pas sportive. Voilà. D'accord. Quand je faisais de la danse 2 fois par semaine. Mais apparemment, la danse, c'est pas du sport. On le sait, les danseuses, que la danse, c'est du sport. Bref. Et là, j'ai découvert, ma maman me fait découvrir les clubs de sport où on fait step choré, Elia salsa. Donc, ça reste du sport, mais en dansant. Ok, donc là c'est à Bordeaux. Donc là je suis à T'as Bordeaux. Fait de la danse. J'ai arrêté la danse en première, je crois, ou en terminale. D'accord, ok. Et à partir de ce moment-là, moi, mes parents très sportifs ont dit c'est hors de question que Fanny ne fasse pas de sport. Donc, on m'a traînée à la salle de sport. Mais voilà, moi j'adorais parce que c'était des cours avec de la musique où tu dansais quand même, etc. C'était plus pour se défouler. Ok. Et pour bouger. C'était quoi comme cours? Je t'ai dit step choré, Elia salsa. Ouais, il n'y avait pas encore Zumba, mais tu sais, c'était un peu pareil, c'était vraiment les trucs dansés. Puis ça s'est développé, où j'ai commencé à faire du Les Mills. Trop bien, moi tu me fous de la musique, je peux te faire n'importe quoi. Je pense qu'à l'école, on devrait commencer à faire courir sur de la musique, les gars. Vraiment, je pense que c'est une très bonne idée. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment... Voilà, donc là, j'ai commencé le body pump, body combat, body attack, tout ça. RPM. Et là, je suis devenue une ouf de la salle de sport, pour le coup. Ok, t'es passé de t'aimais pas le sport ou c'était j'en veux pas. Mais encore aujourd'hui, vous ne me ferez pas toucher un ballon. Je suis une traumatisée, je ne le dirai jamais assez, je suis une traumatisée du sport à l'école. Ouais. Je pense que c'est des super sports quand ça a été approché correctement. Non mais attendez, moi j'ai fait partie de la team, on ne choisit pas parce que t'es une merde. Non franchement, c'est hyper dur et puis les jeunes sont méchants et tout. Non, j'ai vraiment de très très mauvais souvenirs, même le volley. Ouais, j'ai des potes qui kiffent le volley, non mais tu me fous un volley, tu me fous un ballon de volley, je suis là genre... Mec, alors encore aujourd'hui, je pense que c'est un des sports que je peux faire et que j'aime bien. Mais c'est badminton, super badminton, horrible, vas-y, mais bouffe-le ton volant, j'en veux pas moi, non, j'ai horreur de ça. Pourtant, j'ai fait du tennis quand j'étais plus petite, j'aime beaucoup le tennis. Mais non, le sport à l'école, c'était non, et donc j'ai basculé sur le sport, oui, mais pour du fun. Je veux m'amuser quand je fais du sport. Fitness. Donc fitness. Ok, et ça te fait ça combien de temps? Jusqu'à ce que tu m'inities à la musculation. Et on était déjà à Toulouse à cette époque-là. Donc du Les Mills, j'en ai fait, je dirais pas loin de 10 ans, je pense. Parce que même avant, je me suis arrêtée définitivement quand on est parti en Australie. J'en ai fait jusqu'au bout.
Ok. au début. Moi, j'adorais ça. Body jam, oh là là, j'en cherche partout, il n'y en a plus. D'accord. Ouais. Ok. Donc, sport, mais fun. Voilà, et en termes de relations, par contre, j'ai pas eu des relations hyper longues. La première relation longue que j'ai eue, c'était la fac. C'était juste avant qu'on se rencontre. Ouais, donc, j'étais pas une ouf non plus. Avec les mecs. Ok. Et donc, jusqu'à ce qu'on se rend compte, là, tu étais en études d'avocate. Ouais. Tu faisais des cours Les Smiths. Oui. Ok. Et du coup, comment on s'est rencontrés? Et bien à la salle de sport. Ok. D'accord. Et vraiment, à cette époque-là, vous allez beaucoup rire sur la suite du podcast parce qu'à un moment, je vous dirai ce que je fais aujourd'hui, ça va beaucoup vous faire rire. Mais donc, j'allais dans les salles de sport et il faut savoir que dans les salles de sport, tu as donc des cours du lundi. À l'époque, c'était du lundi au samedi. Je me demande s'il n'y avait pas des cours le dimanche matin. Non, c'était que le samedi matin. Il n'y a pas dimanche, je crois. Du lundi au samedi et il y avait des cours le samedi matin à 9h et je me disais, mon Dieu, mais il y a vraiment des gens qui n'ont pas de vie pour aller au sport. Je me disais pareil que matin, toi. À 9h. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Bon, je ne dirai plus jamais ça de toute ma vie. Moi non plus. Parce que vraiment, quand je me vois aujourd'hui, je me dis vraiment, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Bref. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Ok, donc jusqu'à ce qu'on se rend compte. Est-ce que tu as envie d'en parler ou est-ce qu'on le garde plutôt pour un autre podcast pour garder la surprise ou le... De quoi? De comment on s'est rencontrés. Comment on s'est rencontrés? À la salle de sport. Du coup, ma salle de sport a fermé. Ils ont fait faillite, quoi, liquidation. Il a fallu trouver une nouvelle salle de sport. Donc, et puis moi, j'emmène... c'est moi qui me fais emmener par mes parents d'ailleurs, mais j'emmène tous les bagages avec moi. Nous, on arrive en famille. Hein. Et donc, ma mère a trouvé cette nouvelle salle qui était même pas tout à fait à côté de chez nous, mais bon, c'était celle qui était la mieux réputée à l'époque. Et puis, on s'inscrit et on fait le premier cours. Et qui je vois débarquer dans la salle de cours pendant que je fais mon cours de pump. En plus, on ressemble à rien, t'as chaud, machin. Et là, je vois Dave qui débarque sur le côté pour venir voir les nouvelles petites adhérentes qui ont tous débarqué. Parce qu'il faut savoir que moi, dans ma salle, on était beaucoup. C'était une grosse salle. Donc ça veut dire que je suis pas arrivée toute seule. Déjà, je suis arrivée avec mes parents. Donc il a limite rencontré mes parents avant moi. Yep. Et on est arrivés, on était une grosse flopée là, tous arrivés d'un coup. Donc pour les coachs qui étaient déjà là-bas, ils se sont dit, il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent. Bref, il y avait plein de nouveaux clients. Ce qui faisait pas mal bouger le dynamisme de la salle. Et pour autant, c'était légitime de venir voir comment se passait le cours, etc. Et donc, on s'est rencontrés là. Et puis, je ne sais pas combien de temps ça a pris. J'avoue que ça reste un peu flou pour moi avec le recul. Je sais plus trop. Mais au bout d'un moment, à force de se regarder, machin... Et il m'a donné un morceau de papier à l'accueil en me disant... je suis pas trop sur Facebook, oui, parce qu'il y avait déjà les réseaux sociaux à l'époque. Je suis pas trop sur Facebook, mais si tu veux qu'on s'appelle, voici mon numéro. Et monsieur n'avait pas marqué son numéro. Bah oui, pas le choc de revenir me demander du coup. Donc j'ai dû revenir pour lui dire c'est très gentil, mais il n'y a pas marqué ton numéro dessus. Voilà, prenez-en de la graine, stratégie. Voilà. Ok. Et du coup, depuis, on est... après, ça a duré un petit peu parce qu'on a commencé à se parler. Puis moi, j'étais encore avec quelqu'un à l'époque. Mine de rien, ça se passait plus bien du tout, mais j'étais quand même encore avec quelqu'un. Et puis le temps qu'on commence à se rencontrer, à discuter, à ce que ça devienne sérieux, ça a été un petit peu long. On a mis quelques mois avant de se mettre officiellement ensemble. Ouais. Ok. Donc là, déjà, on a une bonne partie de ton histoire. Ensuite, donc, on est parti sur Toulouse. Enfin, tu m'as rejoint sur Toulouse. Donc ensuite, toi, t'es parti sur Toulouse pour le travail. Moi, j'étais encore chez mes parents, je travaillais pas, donc j'avais pas de salaire. Et puis, j'étais en train de passer ce fameux concours. Donc moi, je faisais les allers-retours. Ok. Et donc, tu m'as rejoint sur Toulouse. Et donc, je t'ai rejoint sur Toulouse. Donc, je me suis inscrite à la Toulouse Business School. J'ai fait mon master spécialisé et il était
génial parce qu'il était en alternance et que je passais en fait 1 semaine et demie en entreprise et 2 jours à l'école. Donc c'était vraiment un truc hyper professionnalisant et c'était génial. Et en plus, mon alternance s'est super bien passée parce que j'ai rencontré mon âme sœur du management, ma chef que je porte toujours dans mon cœur parce qu'en plus, j'ai retravaillé avec elle quand on est rentré d'Australie. C'est elle qui m'a redonné un premier taf quand on est revenu en France. Et ça s'est extrêmement bien passé. Elle l'est toujours, je pense. Absolument génial. Ok, hyper intéressant. C'est quoi qu'est-ce qui t'a fait accrocher avec les ressources humaines, le fait de travailler du coup avec celle que tu as rencontrée sur Toulouse justement, qui t'a donné l'opportunité? Qu'est-ce qui m'a fait accrocher? Déjà découvrir le monde du travail, le vrai monde de l'entreprise, parce que je n'avais jamais vraiment travaillé en entreprise. Et moi, dans les ressources humaines, ce qui me plaît, c'est travailler avec l'humain. Ok. Donc la gestion humaine, découvrir les gens, apprendre à les connaître. Déjà à l'époque, c'était ça. Ouais. Apprendre à les connaître, à comprendre les problématiques, gérer des problématiques. Bon, ceux qui ne connaissent pas le human design, ils vont pas comprendre, mais je vous rappelle que je suis 5-1. 5-1, c'est le problem solver. Donc moi, il y a un problème, je le gère. Donc dans les ressources humaines, j'étais vraiment gestion de l'humain et on gère les problèmes. D'accord. Ça, c'est vraiment ça qui me faisait kiffer à ce moment-là. Ok. Donc ça, c'était toute la période sur Toulouse. Ouais. Voilà, jusqu'en 2016-2017. Et après, on va dire jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le parcours de Toulouse jusqu'à Bordeaux? Ouais. Donc du coup, je suis en alternance jusqu'à mars 2016. Ils décident de me garder en CDD jusqu'à la fin de l'année. Mais dès le début, je leur avais dit, nous, on va partir en Australie. Donc voilà, on fait un CDD, mais à la fin, je m'arrête. Et je me suis arrêtée, je crois, on partait en mars, je crois que je me suis arrêtée en février 2017. Et en mars 2017, donc on est parti en Australie, donc on a fait que du voyage. Et alors là, ça a été vraiment la plus grosse révélation de ma vie. Et c'est pareil, le départ, le voyage en Australie, c'est pas du tout quelque chose qui aurait pu me ressembler quand on me connaissait à l'époque. C'est complètement, ça sort de nulle part. J'avais discuté avec David au début quand on s'est mis ensemble et je lui avais dit que je voulais partir à l'étranger. J'avais déjà commencé à regarder pour partir aux États-Unis dans des programmes, etc. Ouais, et puis Dave me dit, moi j'aimerais bien partir aussi. Bon, du coup, il faut partir tous les deux. Il y a des visas, Working Holidays visa qui existent. On s'était dit Nouvelle-Zélande. Bref, on a choisi Australie. Mais alors ça s'est fait de manière... ça c'est pareil que les ressources humaines. Vraiment, je me suis écoutée. J'ai suivi mon intuition. Je me suis dit ça, on y va. Et c'est hyper frustrant de ne pas vous expliquer plus en détail ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un truc, je ne me pose pas de questions. On dit on y va. J'ai dit vas-y go. Alors qu'il y en a qui me disent mais vous allez tout plaquer, vous allez partir à l'autre bout du monde, mais c'est n'importe quoi. Moi j'étais là genre mais pas peur. Tout plaqué, ouais. Tout plaqué. Moi je travaillais plus, toi t'as dû quitter ton emploi aussi. Mm-hmm. On a tout vendu, tous nos meubles, toutes nos voitures. Ouais. On est parti, on n'avait plus rien. Donc 2017, moi, on avait 27 ans. Ouais. Oui, c'est jeune, mais 27 ans, t'as quand même des gens qui ont déjà 2 enfants, t'en as qui sont mariés, qui ont acheté des maisons et tout. Quand on part, t'as l'impression de... ou 26 ans, peut-être on est parti de 2000... Je sais pas, je crois que j'ai fait mes 30 ans... Non. T'as fait des 30 ans en rentrant quand même. J'ai fait mes 30 ans en rentrant, ouais. Bref, ouais, non, on est parti, j'avais 26 ans. Et 26 ans, oui, c'est jeune, mais pas si jeune. Mais moi, je me suis pas posé de questions. Est-ce que j'ai eu des peurs? Bien sûr, si je me remets en arrière. Mais je me suis pas dit à un moment donné, j'ai une peur qui fera qu'on va pas partir. Ah, mais pas du tout. On s'est donné le projet, on s'est dit, ok, si vous écoutez l'épisode sur l'argent, du coup, on a dû préparer de faire les économies de David. Et ensuite, on s'est dit, ok, on prend les billets d'avion, on prend le visa, et puis on avance, et on avance, et on avance, et on s'est pas dit une seule fois, on fait demi-tour, on part pas. Jamais. Non. C'était même pas... même pas envisageable. Non, on n'a pas envisagé le fait de ne pas partir. Donc vraiment, ça a été pareil. C'est le truc où on se dit, en fait, on y va, et on se pose pas de questions.
Et donc, et je me suis jamais posé question. Pourtant, je suis partie. Alors là, des pleurs, il y en a eu. Quitter mes parents, ça a été hyper dur pour moi. Même en arrivant là-bas. Tu vas dans une auberge de jeunesse. Ouah, tu te réveilles le premier matin hyper excité. Le deuxième matin, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là en fait ? C'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire. Ouais, tu te demandes ce que tu fais là. Vraiment, peut-être pas la première semaine, parce que la première semaine, tu sais, t'arrives, c'est un peu tout excitant. Ah super, il faut faire les trucs, les machins, donc t'avances. Puis à un moment donné, tu dis bon bah maintenant, il faut qu'on commence à construire quelque chose quand même, parce qu'on va pas se regarder dans le blanc des yeux, rester en auberge de jeunesse pendant 1000 ans. Donc bon ben, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors là, tu te dis mais pourquoi on a fait ça en fait ? Mais qu'est-ce qu'on fout là ? On est en Australie, à l'autre bout du monde. Et bah non, en fait, on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et là, ça a été vraiment une révélation de se dire la vie qu'on nous impose en France, bah ça va, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Enfin, vraiment. Et pourtant, là, si vous regardez ma vie aujourd'hui, vous vous dites, ben franchement, Fanny, t'es bien re-rentrée dans le système, et c'est vrai. Ouais. Pour autant, je le vois, ce système, et je me dis, ça sera pas toute ma vie, parce que il ne fait pas sens. Putain, mais on a vécu 2 ans de liberté, mais franchement, j'en suis même émue encore quand j'en reparle, parce que je me suis jamais sentie aussi moi-même, aussi libre. Franchement, on faisait ce qu'on voulait. Ouais. Et on avait mis cet argent de côté, on avait besoin d'argent. Ah bah on a besoin d'argent, bah on va dans une grande ville, on travaille pendant 1 mois ou 2. Hop, bah là on a décidé, bah on veut voyager et tout. Et moi, c'est mes valeurs à moi, encore une fois. Et vous pouvez aller retourner écouter l'épisode 4 sur les valeurs. L'une de mes valeurs phares, c'est la liberté. Et je me suis jamais sentie aussi libre. Et j'entends les gens qui sont pas à l'aise avec ça, oui mais c'est pas la vraie vie ici. Mais bien sûr que si, c'est la vraie vie. Tu la vis. C'est la fucking vraie vie. Là pour le coup, tu vis à 1000%. Et tu vis à 1000% la totalité. C'est-à-dire que on arrive, moi je fais mon premier test en tant que serveuse dans un restaurant indien. Je sors de là, les amis, mais j'étais au bout de ma vie. Bon, de toute façon, j'ai pas été retenue, bah tu m'étonnes. J'ai jamais foutu les pieds, enfin, j'ai jamais été serveuse. Et alors là, tu découvres, du stress, il y en a, des émotions, il y en a. Tu kiffes. On prend la voiture, on achète une voiture, on est hyper content, on part, premier jour, boum, on tombe en panne. Oh, putain, je suis au bout de ma vie. Alors je me dis, putain. Puis en plus, on part au dernier moment, donc on avait plus beaucoup d'argent parce que ça faisait déjà 1 mois et demi qu'on était à Melbourne. Ouais. Alors là, tu me vois dans la voiture, on regarde les photos. Je suis retombée sur les photos où vous étiez en train d'essayer de réparer le bordel. Ouais. Franchement, mais bon, sur le moment, évidemment, j'étais vraiment tout au bout de ma vie. Mais j'ai jamais senti le désespoir et la dépression comme j'ai pu... on va en reparler après, mais comme j'ai pu sentir là ces derniers mois. Parce que tu te dis, ah waouh, tu tombes et tu dis, bah putain, on est en panne, genre, putain, lose. Et puis, j'en sais rien, il se passe un truc. Boum, il y a le gars d'à côté, l'Australien, il s'y connaît en électronique, je sais pas quoi, bref, il nous répare la voiture. Boum, on part. On fait le road trip sur la Great Ocean Road. On trouve du taf, on rencontre des gens, ça bouge tout le temps. On en a marre d'un truc, bah ça me saoule, bah viens, on se barre. Donc, et ça a été 2 ans. Pendant 2 ans, on a fait que ça. On est arrivé là-bas, Melbourne. Ensuite, on est parti jusqu'à Adélaïde pour bosser dans les fermes. Putain, les gars, j'ai bossé 3 mois à faire grossir des tomates. Enfin, c'est lunaire. C'est lunaire. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Genre, ça fait partie. Et pourtant, il y a des moments où c'était hyper dur. On a dû travailler de nuit, dans les araignées. J'ai la phobie des araignées. Il y avait des souris, il y avait des serpents. Brown snake. Bref. Serpent mortel. Mais en fait, moi, ça me stimule. Ouais. Et pourtant, il y a des moments où des expériences, elles sont pas du tout agréables. Bref, donc, on fait nos fermes. On voyage, voilà, 2 ans de liberté totale. On fait toute l'Australie. En plus, mes parents, ils nous rejoignent, donc on passe 15 jours avec eux en van. Enfin, extraordinaire, extraordinaire. On fait 6 pays, franchement, mais gestion du budget, nickel. On a fait Bali, Java, bah ça c'est pareil. Après, pour partir à Bali, moi j'étais en stress complet. J'ai jamais foutu les pieds là-bas. Bah, laisse tomber, tu prends un billet d'avion, t'arrives et puis tu fais sur place. Bali, Java... la Thaïlande avec ton frère, l'île de la Réunion, l'île Maurice, on rentre, on repart en France, on retourne en Australie, on fait les Philippines, on rentre, enfin,
c'était extraordinaire et on pourra jamais m'enlever cette expérience et on pourra jamais me dire que ça n'est pas la vraie vie. Je pense que c'était justement 2 ans de la vraie vie. C'était 2 ans de la vraie vie. Ouais. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait faisable si tu choisis de te créer un travail qui te permet de le faire, par exemple. Exactement. Alors Tu après, vois, est-ce que mais- j'ai envie de faire toute ma vie comme ça ? Non, c'est pas le cas. D'ailleurs, Voilà. c'est quelque chose dans la vision du couple qu'on a et la vision... il y a un moment donné, on s'était dit oui, c'est ça qu'on veut faire tout le temps. Ouais. Et en fait, quand même, quand on est rentré au bout de 2 ans, on était un peu épuisés, on était un peu fatigués. On s'est dit, bon, ça va être sympa aussi de se poser dans un appartement qui est à nous. Mais je sais que c'est quelque chose, moi, qui me stimule. Le voyage, aller découvrir des nouveaux pays, pas sous ce format-là, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais implémenter dans ma vie. Si c'est pas tout de suite, ça sera plus tard, mais en tout cas, c'est dans un coin de ma tête. Et donc, j'ai découvert une façon de vivre, et c'est là où je suis tombée dedans, dans le développement personnel aussi. Ok, intéressant. En fait, je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'avait appris et toutes les cases que je m'étais créées dans ma tête, c'était que une perception de la vie et qu'on pouvait vraiment évoluer parce qu'il y avait plein d'autres choses que je ne connaissais pas, qu'il y avait plein d'autres manières de vivre et il y avait surtout trop de cases trop rigides en fait. Ok, donc là en gros on a fait l'Australie, on rentre, t'as comme découvert un peu de développement personnel en Australie ou En est-ce que Australie. tu peux nous raconter, est-ce que t'as un moment précis où t'as Non. découvert le... Non ? Non, je pense que je l'ai beaucoup découvert par le biais, alors en plus aujourd'hui je crache beaucoup sur l'outil, mais je l'ai beaucoup découvert par le biais d'Instagram. Ok, d'accord, Parce que très je bien. suis très très Instagram. Moi j'adore Instagram. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup plus de mal. Je choisis vraiment de manière très fine qui est-ce que je suis, qui me fait me sentir bien ou pas, etc. Donc je fais extrêmement attention aussi à ce que je vois parce que ça peut très vite basculer dans la culpabilité. Mais en tout cas j'adore l'outil Instagram. Je trouve ça génial. Et c'est là où j'ai découvert les prémices, en tout cas pour moi, du développement personnel, les choses qui me disent « Ah ouais, en fait, on peut voir ça différemment. Ah, on peut faire ça différemment. Ah oui, en fait, on n'est pas obligé de faire comme ça. Ah, D'accord. mais les cases qu'on t'oblige à avoir, t'es pas obligé de les avoir. T'as des exemples là qui te viennent en tête ? Bah déjà, rien que de faire ce voyage. Enfin, franchement, on est partis... les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est partis, on a donc 26 ans. Comme on dit... Bon, c'est pas si jeune, mais ça reste quand même pas mal jeune. Une des remarques que j'ai eues à 26 ans, c'est « Oh, vous allez partir en Australie pendant 2 ans, super, et la retraite ?» La retraite. Non, mais la retraite Ouais. Mais heureusement qu'à 26 ans, je fais pas ma vie pour ma retraite, mais quelle horreur. Ah, quelle horreur. Non, mais franchement, bah autant crever maintenant, en fait. Hein. Bah, mettez-nous en retraite à 30 ans, puis après on meurt, c'est génial. Donc, moi, j'ai vu ça, j'ai dit « Ok, ah, mais en fait, on n'est pas obligé... de faire le truc, rencontrer son mec, mariage, acheter une maison et bébé. Ah bah non, t'es pas obligé. Ah mais peut-être qu'en fait, j'ai pas trop envie d'avoir d'enfants. Mais c'est des questions, combien il y a de femmes qui se posent ce genre... ou d'hommes qui se posent ce genre de questions, vraiment. Pas en mode... est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants ? Ouais, mais c'est cool de faire comme les autres. Ou alors, ouais, mais les autres, ils donnent un peu envie quand même, etc. Non, c'est vraiment, au fond de toi, est-ce que tu sens... dans ton corps que t'as besoin d'être maman ou d'être papa. Et je me suis dit, ok, il y a ça qui... c'est possible de pas l'être. C'est possible de pas avoir envie d'avoir une ambition de devenir, avoir un poste extrêmement important, de pas avoir des horaires où tu fais 8h, 20h, de pas faire métro, boulot, dodo. Il y a plein de trucs où je me dis, waouh, en fait, on peut faire les choses très différemment. Donc, quand on est rentré d'Australie, pour autant... je me suis dit, bon, bah, de toute façon, tout ce que je sais faire, c'est des ressources humaines, donc je vais retourner dans les ressources humaines. Et Ok. j'avais pas encore développé... je connaissais pas encore tout ce qui était business en ligne. Ça, c'est toi qui l'as découvert en rentrant. Ouais, parce qu'on est rentré en 2019. Ouais. Et toi, à partir de... quand on est rentré donc, d'Australie, bah, comment ça s'est passé pour toi jusqu'à maintenant ? Bah, le retour, donc, extrêmement difficile. Extrêmement difficile. On a eu la chance de trouver un appartement rapidement qu'on a pu prendre. Et on va pas se mentir, parce que je déteste les gens qui enjolivent les choses. Hein. Moi, mes parents ont investi dans des appartements. Il y a un de leurs locataires qui est parti et on a pris l'appartement de mes parents parce que quand on rentre et qu'on n'a pas de travail, on ne peut pas louer. Donc voilà, en fait, moi, là, aujourd'hui, j'ai aucune honte et j'ai une transparence totale. Et c'est de la chance.
sûrement, mais bref. Donc, on prend cet appartement à Bordeaux. Et là, je me dis, bon, ben, Fanny, il va falloir que tu retrouves du travail. Parce que David, il avait gelé ses droits de chômage, donc lui, il avait le chômage. Moi, j'avais rien du tout. Pourquoi ? Parce que je me souviens plus. Mais en tout cas, j'avais pas de chômage en Parce que tu n'avais pas fait les demandes d'ouverture, je crois. Parce que j'avais pas fait les demandes d'ouverture dans les 2 ans. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, je me retrouve avec le RSA. Ben, les gars, faut bosser. Donc, voilà. Mais en fait, j'ai commencé direct à faire une mini-dépression. Avec le recul, je pense que c'était ça où je pleurais très souvent. Je me levais le matin, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette vie ? Bah après, tu rentres dans le système. Dave, il s'est trouvé quelques coachings en présentiel dans des salles et tout. Et bah moi, il fallait bien que je travaille. Et là, donc, ma fameuse manager de cœur, d'amour, que je rigole. Donc cette manager qui était, elle, sur Toulouse encore, dans une autre boîte, une de ses collègues partait en congé mat. Et donc elle m'a dit, donc moi je l'ai contactée et elle m'a dit, vas-y, c'est bon, je te prends. Donc ça a duré 1 an où j'ai dû prendre un meublé là-bas et où je faisais les allers-retours. Principalement moi. J'étais venue un petit peu, mais c'était principalement moi qui rentrais. Donc pendant 1 an, on a fait des allers-retours. Le Covid est arrivé. D'ailleurs, t'es revenue, oui. Je suis revenue de manière obligatoire. Même ma chef, elle m'a dit, Fanny, il faut que tu rentres parce qu'en fait, on va être confinés. Et si tu veux pas rester confinée toute seule dans ton appartement à Toulouse, il faut que tu rentres à Bordeaux. Ouais, tu m'étonnes. Donc le soir même, elle m'a laissé partir plus tôt. J'ai fait mon sac et puis je suis rentrée. Donc on a fini, j'ai fini cette année-là comme ça, en télétravail à Bordeaux. Et comme ça se passait très bien, voilà. Je suis revenue dans le moule. Good girl. Petite fille parfaite qui rentre dans le moule. Elle a son taf en tant que responsable ressources humaines. Elle avance. Voilà, elle est re-rentrée dans les cases. Elle est re-rentrée dans la voie royale. On fait des trucs. En plus, en rentrant, David m'avait fait sa demande. M'avait fait sa demande. On va pas romantiser les choses plus que ce qu'il n'en est. Sur un bateau. On en avait déjà discuté bien avant, donc quand il m'a demandé officiellement ma main, entre guillemets, il savait très bien que j'allais dire oui. C'était pas une surprise de ouf. Mais c'était très beau quand même, mon amour. C'était sympa. C'était cool. Il faut savoir qu'il m'a demandé, il était complètement torché. Il l'a fait un peu sur le moment. Je vous laisse imaginer, on revenait, je sais pas si vous connaissez. Je crois que je ne me souviens plus de la fin du trip de bateau après on ça. était, je sais pas, pour ceux qui connaissent peut-être l'île Maurice, on était près du Morne, comment ça s'appelait, tu sais, la plage, tu vas... On était à l'île aux Bénitiers. L'île aux Bénitiers, voilà, donc ceux qui connaissent, on a les pieds dans l'eau toute la journée, on boit du rhum, on boit du... Enfin, c'est pas tout le monde, mais c'est nous en particulier. Bref, parce on mange des oursins, des huîtres, et puis après... Et puis après, sur le bateau retour, c'est là que j'ai fait ma demande. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Bref, d'un seul coup, il fait sa demande, donc c'était très mignon. Mais c'était pour la petite anecdote. On était complètement torchés. Bref. Je suis... C'est là où j'ai pêché mon premier thon. Mais incroyable, c'est merveilleux. Une journée exceptionnelle, n'est-ce pas? Bref, et donc du coup, donc je rentre, et puis je rentre dans le système, j'ai un poste important, entre guillemets, en tout cas, qui me donne une bonne assise sociale. Je suis salariée, voilà. Et puis, le congé maternité se termine. Et puis là, je dis, un peu relou de faire les allers-retours. Donc, j'essaye de trouver du taf sur Bordeaux. Je trouve un nouveau remplacement de congé maternité pour quelques mois dans une autre entreprise. Ensuite, je retrouve, à la fin du congé maternité, un autre taf en CDI. Ça a été horrible, ça a été les 6 mois les plus durs de ma vie. Et ça matchait pas du tout avec... c'était mon manager et c'était le responsable de la boîte. Le mec était complètement taré. Je rentrais tous les soirs en pleurant, c'était vraiment une catastrophe. Et donc j'ai changé, j'ai mis fin à ma période d'essai et je suis partie pour une autre entreprise, à Bordeaux. Ok. Donc, en fait, je suis re-rentrée dans le système sans prendre le temps, en fait, en mode automatique. En fait, c'est exactement ça. C'est en Australie, je me suis reconnectée à l'essence de la vie à l'intérieur de moi, vraiment. Et c'est pas romantisé ou quoi que ce soit, c'est vraiment
Vraiment, tu ressens ta vie, tu te poses les vraies questions, tu fais pas des trucs en mode automatique, tu te poses la question si t'as vraiment envie de faire ça, parce que vraiment, si t'as pas envie, t'es pas obligé de le faire. Est-ce qu'on a vraiment... Tu vois, je fais ça, mon taf, il me fait chier, mais j'ai besoin de cet argent pour pouvoir partir voyager derrière. Et puis je sais que c'est pas pour toujours, donc en fait, bah voilà, on a bossé, puis c'était drôle, serveur, bartender, machin. Mais vraiment, t'as ce truc où t'es reconnecté à toi en permanence, pendant que ici, je me suis éteinte. Petit à petit dans cette vie où il y en a pas, mais il y a... alors vraiment, en plus, là, vous allez dire, je vais rentrer dans mon manifestor en pleine balle, mais on ne vit pas. Mais moi, dans ma conception de la vie, dans la vie telle qu'elle est faite aujourd'hui, pour moi, on ne vit pas. Passer 8h, 18h ou 19h au taf, rentrer, être en apnée. Alors, les bouchons. Et on habite à Bordeaux, les Parisiens, je sais pas comment vous faites. Tu rentres, tu gères tes enfants, peu importe à quel point tu les aimes, tes enfants, je pense qu'au bout d'un moment, t'es éclaté de toute façon, tout le monde est claqué. Est-ce que tu kiffes vraiment ce moment-là ? J'en sais rien, en vrai, j'ai pas d'enfants, je peux pas juger, mais je sais qu'il y a énormément de monde qui préfère largement profiter de leurs enfants dans des moments où tout le monde est bien, est bien et connecté à soi, où on est tous bien, etc. Là, il faut faire les devoirs, faut faire à manger, machin. À quel moment tu penses à toi ? Jamais, parce que de toute façon, il n'y a pas le temps. Tu vas te coucher, demain, tu recommences. Ah oui, et puis on kiffe, le week-end, on voit les copains, on se fout une murge, parce que pour oublier que la semaine, c'est de la merde. Franchement, et je vous dis, mais moi, je suis rentrée dans le système. Hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas vraiment vivre. Clairement. Ok. Parce que tu as parlé quand même de développement personnel, du coup, ce serait intéressant de venir sur ce sujet-là pour faire la dernière partie du podcast. Comment tu es arrivé à connaître un peu le développement personnel, et puis raconte-nous un peu ce que tu fais, et puis qu'est-ce que tu fais à côté aussi. Et donc, du coup, j'ai commencé à me former. En plus, parce qu'une fois que monsieur est tombé dans le business en ligne, quand même, en recherchant quelques trucs, c'est un business, c'est un marché qui a explosé. Donc j'ai commencé à lire quand même énormément. Donc moi, de base, je lis beaucoup. Hein. Donc, mais des thrillers en général. J'ai commencé à acheter des livres de développement personnel, à prendre des formations, pour essayer, je pense, de retrouver cette sensation de liberté que j'avais vécue en Australie, de me reconnecter à ça. Parce qu'en fait, je me cherche. Et d'ailleurs, quand ta première question, c'est présente-toi, qui es-tu ? C'est difficile pour moi de te dire qui je suis parce que je suis pas sûre de me connaître encore à 100% ou en tout cas de m'assumer ou de m'aimer encore à 100%. Tu vois, donc ça reste toujours un peu complexe. Mais donc je suis vraiment tombée là-dedans. Alors moi, quand je suis passionnée d'un truc, c'est-à-dire que je parlais, je mangeais, je respirais, je dormais développement personnel. Donc j'ai fait des formations. J'ai commencé à faire les premiers breathwork en ligne. Et j'ai décidé, je me suis formée avec Julie Laroche, et quand elle a ouvert sa première session d'école de breathwork, je me revois, c'était samedi matin ou dimanche matin, je sais plus, dans le canapé, j'étais toute seule en bas. Et là, j'ai acheté sa formation, et là, je me vois payer. Et là, je me dis, waouh, la même sensation que quand on est parti en Australie, genre... des feux d'artifice à l'intérieur, j'étais genre... D'ailleurs, je suis remontée, je suis arrivée, j'ai sauté sur le lit en disant, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une formation de breathwork. Trop bien. Donc, je me suis formée à ça, et après, le truc, c'est qu'après, moi, j'ai du mal à m'arrêter, parce qu'après, il m'en faut toujours plus. Quand tu commences à te dire que tu veux te lancer dans l'accompagnement et que t'as fait que du droit ou des RH avant, moi, je vais tomber vraiment dans le truc où il me faut toujours la formation de plus, parce que je suis pas légitime à accompagner, etc. Donc, je fais une formation de coach, je fais une formation dans le human design. Et puis, à un moment donné, on se dit... en fait, à un moment donné, on fait un investissement immobilier aussi avec David. Et puis, l'argent, il peut pas partir partout non plus. Non, oui, il est pas illimité. Et il est pas illimité. Et puis, à un moment donné, il faut bien se lancer. Hein, parce que sinon, des formations, tu peux en faire toute ta vie en te disant, je reste dans ma cave. Et puis, voilà, dans ma grotte, je me montre pas, mais je continue à apprendre par cœur. Moi, je connais mieux que lui. Je connais tout mieux que tout le monde. Mais par contre, moi, je veux pas qu'on me voie, je sortirai pas, etc. Donc j'ai dit, ça y est, c'est parti.
on y va. Et donc, en plus de mon travail, j'ai lancé des séances de breathwork, des analyses human design, voilà. Et bon, on en fera un épisode de podcast vraiment dédié à ça. Mais du coup, suite à l'investissement immobilier qui s'est pas passé comme on le souhaitait, j'ai fait une dépression et la fatigue a fait qu'il a fallu que je mette en pause cette activité parce que j'arrivais pas à tout gérer. Émotionnellement, physiquement, etc. Et en fait, je me suis rendu compte quand même avec mon coach que cette dépression, elle était sous-jacente depuis qu'on est rentré d'Australie. Et quand je vous disais, quand je suis rentrée, ça a été très très dur, c'était le début d'une dépression, c'est que c'était ça en fait. Il y a des moments où tu pleures tout le temps. Ouais, ok. Tu pleures pour rien. Donc du coup, j'ai dû mettre ça en pause, mais c'est quand même des sujets qui m'ont beaucoup... des formations qui m'ont quand même beaucoup aidée. Mais pour moi, ce qui a été le plus impactant, c'est quand même les premières séances avec mon coach en one-to-one. On peut faire autant de breathwork qu'on veut, on peut faire autant d'analyse human design qu'on veut, etc. Moi, et c'est personnel, hein, je dis pas ça, il y a des gens qui font des accompagnements groupés, il y a des personnes avec qui ça correspond très très bien. Moi, aujourd'hui, j'avais besoin de ce one-to-one avec... alors, c'est un coach psy. Enfin, il n'est pas nommé psy parce que son titre, c'est coach de vie, quoi. Ça reste un psy quand même. Et j'avais besoin de ça pour vraiment évoluer et aller voir les blocages parce que en groupe, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Bah, c'est pas individualisé. J'avais besoin qu'on me dise « Ok, Fanny, maintenant, tu vas aller mettre ton nez dans ta merde, mais vraiment, puis tu vas la regarder en face et on va aller la regarder ensemble. » Et pas juste, tu vois, je te donne l'exercice à faire à la maison, tu feras quand t'as le temps, tu te mets un peu de musique, tu te mets dans ton truc, ouais d'accord, mais en fait, toute seule, dès que tu bloques un peu, t'es là genre... Ah oui. Attends, parce que je vais un petit peu arranger la vérité, histoire de... Non, mais oui. histoire de faire style, t'avances. Non, mais ça va mieux. Non, mais pas du tout, les gars. Enfin, j'arrivais, j'étais au bout de ma vie. Il y a des moments qui ont été hyper difficiles. Donc ouais, c'est quand même une belle histoire, tout ça. C'est une belle histoire. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment puisque tu as fait comme des analyses human design, Oui. Voilà, tu en as fait quelques-unes, tu as fait des séances de breathwork. Ouais, on a fait plusieurs, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu fonctionnes? Comment tu fonctionnes quand tu fais une séance de breathwork, par exemple, tu en as fait pas mal en individuel ou en petit groupe, ou en ligne, à distance, comment ça se passe? Ouais. Ou comment tu fais une analyse de l'human design? Si tu vois, il y a des gens qui nous regardent, qui écoutent, qui seraient peut-être intéressés, alors même si tu as mis un peu en stand-by, qu'ils ont envie peut-être d'avoir des réponses à leurs questions par rapport à ça. Ouais. Je pense qu'on dédiera un podcast uniquement pour chaque partie, parce que ça va être très long. Mais là, pour terminer un petit peu, c'est voilà, comment tu travailles par rapport à ça, quoi. Carrément. Donc, le breathwork, c'est quoi? C'est une... Alors, pour être très technique, ça reste une technique de respiration, mais on n'est pas sur une technique de respiration en mode sophrologie ou méditation, pas du tout. On est vraiment sur de la respiration consciente cyclique. J'ai perdu les noms professionnels, mais bon, peu importe. En tout cas, on respire sans s'arrêter, on inspire et on expire sans s'arrêter. Donc, c'est des séances qui se font... sur 1 heure. Enfin là, vraiment, c'est de la technique. Le plus intéressant, c'est savoir qu'est-ce que ça fait quand même le breathwork. Ouais, ok. Le breathwork, c'est vraiment un travail pour aller on va aller dans un état de conscience modifié. Il n'y a rien qui fait peur là-dedans. On ne va pas en transe, on ne devient pas l'exorciste, on ne devient pas ni. Dave, il en a fait. Il a eu peur et il en a fait. Moi, j'ai eu peur et j'en ai fait. On va juste, en fait, très souvent, on est en état de conscience modifié. Par exemple, quand on est au volant et que d'un seul coup, on ouvre les yeux et on se dit « Ah, mais je suis déjà là !» Et que pendant quelques secondes, voire minutes, t'es en pilote automatique, puis t'es ailleurs. Bon, bah là, c'est de l'état de conscience modifié, par exemple. Et donc là, on va aller tout simplement changer la fréquence sur laquelle on est. Donc là, on est en fréquence bêta, donc c'est vraiment, on est en mode conscience pleine, full, où tu sais ce que tu dis, voilà, etc. Et donc là, avec la respiration, en allant vraiment respirer en hyperventilation, mais contrôlée, parce que c'est nous qui contrôlons cette hyperventilation, on va vraiment aller se connecter à son inconscient et à son corps. Et moi, je travaille beaucoup avec le corps parce qu'on l'a oublié. Ce mode automatique qu'on a dans notre vie de tous les jours, comme je le disais tout à l'heure, à pas vivre en fait, parce qu'on coupe nos ressentis. Ah ben j'ai mal au ventre, je vais prendre un médicament. Ok, qu'est-ce que ça dit? Pourquoi t'as mal au ventre à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Bref,
Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Donc on coupe et donc là on va arrêter de couper puis on va aller se reconnecter parce que la tête et le corps, on n'est pas deux entités différentes quoi. C'est qu'un seul et ça fonctionne ensemble. On donne des informations à la tête, ça descend dans le corps. Tu donnes des informations au corps, ça remonte à ton cerveau. Et donc là on va vraiment aller arrêter le mental, couper ce mental en permanence qui vient nous donner des informations où il y en a trop. Et puis en plus, des fois, elles sont pas bonnes. Nos pensées sont pas bonnes. Et vraiment aller se reconnecter au fond de soi. On va aller réguler le système nerveux. On va aussi aller exprimer les émotions qui sont bloquées, qu'on n'a pas, où on ne s'est pas senti en sécurité d'exprimer sur le moment. Ça peut très bien nous arriver, par exemple. Ça m'est arrivé plein de fois. Tu te fais engueuler par un de tes parents, puis toi, tu commences à pleurer. Arrête de pleurer. Ben, en fait, tu t'arrêtes, mais là, ton émotion, elle a été bloquée. Mais elle part pas. En fait, là, elle s'est bloquée, puis elle est restée dans ton corps à un endroit, à un moment donné. Et c'est des choses... Et ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois. Et au final, ça se met... Et il y a des petits blocages comme ça qui se mettent dans notre corps, au niveau énergétique aussi. Et donc là, on va vraiment aller calmer le mental pour aller faire circuler tout ça. Donc on va faire de la place, exprimer des émotions, faire circuler l'énergie et aller vraiment réguler le système nerveux. Donc c'est-à-dire que il faut, j'en vois plein quand je fais des breathwork, j'adore parce qu'au début j'étais exactement pareil. Tu fais ta première séance, t'as pas bougé un cheveu quoi. J'ai respiré, j'ai bien respiré. Et là c'est pareil en fait, là on passe vraiment de la good girl, de la bonne élève à la fin où en fait on est là pour aller se reconnecter à soi, d'être pleinement soi. Donc moi je suis là, bougez quoi, reprenez le contact avec votre corps. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment sortir de la bonne élève, ça va être crier, ça va être prendre sa place et ça va être vraiment se reconnecter au plus profond de soi pour se souvenir ce qui est juste pour nous. Et pas pour ce que les gens attendent de nous. Pas pour ah mais mon mari il veut que je fasse ça, ah mais ma mère elle veut que je fasse ça, il faut que je fasse ça pour mes enfants. C'est toi vraiment, quelle est ta vérité à toi, pas celle qu'on t'a mis dans le cerveau. Et donc ça, c'est des séances que je fais soit en individuel où on va vraiment en profondeur parce que je veux aussi pouvoir faire du bodywork, donc appuyer sur des points de tension. Donc soit en individuel en présentiel, je peux faire en individuel en distance et pareil pour les petits groupes, donc j'en organise pour l'instant sur Bordeaux, des petits groupes ou en distanciel aussi. Donc ça, j'en fais pas régulièrement pour l'instant en distanciel, par contre j'en fais en présentiel à Bordeaux. Et pour le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui est basé uniquement sur la date et l'heure de naissance. Et donc, ça donne vraiment le mode de fonctionnement de A à Z au moment où vous arrivez sur Terre. Donc, pas à 10 ans, à 20 ans ou à 30 ans. C'est vraiment à l'heure où vous arrivez sur Terre, voilà votre mode de fonctionnement. Ça va parler du type énergétique, donc comment gérer votre énergie. Comment prendre vos décisions. Donc là encore une fois on va parler du corps parce que dans le Human Design tu prends tes décisions par ton corps et non pas du tout avec ton mental. Voilà, et ça peut aller jusqu'à dans quel environnement tu te sens bien et comment mieux digérer par exemple. Donc c'est vraiment y a énormément de choses sur lesquelles on peut aller voir. Et donc c'est pas un outil pour mettre dans des cases, loin de là, c'est vraiment un outil pour déculpabiliser sur comment vous fonctionnez. Je vais donner un exemple, je vais prendre le mien, ce qui est le plus simple, c'est que moi je suis manifestor, donc je fais partie de uniquement 8% de la population, et c'est pas pour dire ah, c'est trop bien, je fais partie de 8% de la population, enfin je m'en fous, mais par contre ça a vraiment une explication très pertinente sur le fait que manifestor, on est des personnes qui sommes impactantes, on dérange, on est soit on nous adore, soit on nous déteste. On a une aura qui est soit on protège et on fait rentrer les gens qu'on aime dans notre aura, soit on a une aura repoussante. Et on m'a énormément dit, par exemple, que j'avais l'air hautaine, froide, que je faisais peur. Ouais, les gens, il y a des trucs. Enfin, moi, je le ressens tellement pas que c'est extrêmement. C'est des traits bizarres au début parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ah mais t'es intimidante, t'as l'air hautaine, machin. Moi j'étais là genre mais les gens ils ont fumé, mais en fait on me l'a tellement dit. Et quand on m'a dit bah le manifestor son aura il est comme ça, j'ai dit ah oui d'accord. Donc effectivement ça correspond bien. Et donc moi en tant que manifestor je me montre mon ventre parce que moi je ne génère pas d'énergie par moi-même. Et donc j'ai pas une énergie qui est stable. Donc je vais
Je vais pouvoir travailler par contre beaucoup plus vite que d'autres personnes. Ça, c'est vraiment connu. Le manifesteur est extrêmement rapide. Par contre, il a énormément besoin de repos. Et donc, on va me dire, un manifesteur, c'est feignant. Non, il déchire tout pendant 2-3 heures. Par contre, derrière, après, il faut lui foutre la paix. Pareil, un générateur, lui, il génère de l'énergie uniquement s'il kiffe ce qu'il fait. Donc, si t'es dans un taf qui te fait chier, que t'as pris pour les conventions pour les mœurs, parce que papa, il t'a dit qu'il fallait prendre ce taf pour se faire de la thune, parce qu'il faut une belle voiture, machin, mais qu'au fond, tu kiffes pas ce que tu fais, t'en récupères, ils sont en burn-out, ils ont des cernes jusqu'ici, ils viennent te voir, tu leur dis, le générateur, c'est le soleil du human design, les gars, ils sont là, genre, moi, je dors pas. Pas du tout. Enfin voilà, il y a le sommeil aussi qui est un indicateur dans le human design. On explique comment faire pour mieux dormir en fonction de ton type énergétique. Donc c'est vraiment, ça répond à énormément de questions par rapport au fonctionnement et aller challenger un peu les fonctionnements qu'on a aujourd'hui, mais qui ne nous correspondent pas. Yes. Ouais, donc ça permet de se rendre compte parfois qu'on a un fonctionnement qu'on a acquis durant notre évolution, progression, notre apprentissage. Conditionné, qu'on a été conditionné par nos parents. Finalement, et on se dit, je comprends pas, malgré ça, je suis pas épanoui, Exactement. ça me parle pas, machin. C'est simplement qu'en fait, le conditionnement actuel, si tu fais par exemple ton bodygraph ou que tu fais une analyse avec toi, ça permet de te rendre compte que tu as une autre ouverture. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vision que d'un côté, ça trouve une vision plus à 360 de possibilités de faire différemment. Complètement, et on fera un podcast entier dessus parce que là, on va conclure. Mais on a vraiment aussi cette idée de confronter, entre guillemets, les bodygraphes de la famille, par exemple, en tant que parent, comment gérer ses enfants, parce qu'on n'a pas les mêmes types. Moi, je suis manifesteur, j'ai été élevée par un projecteur et un générateur. Enfin, on n'a pas du tout les mêmes types énergétiques, on gère pas du tout les choses de la même manière. David, il est générateur émotionnel. Donc lui, ça veut dire qu'il a des émotions très fortes. Moi, je suis pas émotionnelle, ça veut dire que je vais capter ses émotions. Et donc, j'explique aux gens dans les couples. En fait, Fanny, toi, tu vas ressentir les émotions puissance 1000. Alors déjà, de base, je ressens énormément. Mais en fait, ça s'explique. Comme moi, je capte ses émotions et je les amplifie, quand lui, il est déjà en colère, donc déjà, en colère ou triste, ou peu importe, il va sentir une émotion déjà assez forte parce qu'il est émotionnel. Moi, ça va être x2, donc moi, je vais arriver en plus manifestant, bam, je vais tout exploser, alors que c'est même pas à moi. Moi, quand c'est mes émotions à moi, elles sont... T'as une petite anecdote à nous donner sur un exemple comme ça ? Ça fera peut-être le qu'on lien ne comprenait avec pas parce que parfois on se prenait la tête. Alors après, il y a d'autres choses. Non, mais il y a d'autres choses. Mais il y a un truc qui est extrêmement présent chez nous, c'est... on a pu se prendre la tête, je sais pas, mais il y a des fois où moi je suis 2 fois plus énervée que lui, alors qu'il y a des choses qui ne m'arrivent pas à moi. Alors ça peut, par exemple... Non, si je vais prendre cet exemple-là. Quand on peut avoir des demandes, par exemple, on reviendra là-dessus sur un autre podcast encore, vous allez me dire, tu me fais chier avec ça, mais... que ses parents l'obligent, entre guillemets, essayent de l'obliger à faire quelque chose, donc c'est quelque chose qui va beaucoup l'énerver, par exemple. Donc David, il va me dire... oui, on essaye de me faire quelque chose. Donc lui, déjà, il va être saoulé, il va être en colère. Ça, en plus, c'est un déclencheur chez moi. Donc moi, lui, il va être en colère, il va être saoulé, il va m'en parler. Mais il y a des fois, il va m'en parler, moi, je vais commencer à dire... Oui, t'as raison, machin. Et ça va monter, Et à la fin, genre, moi, je suis 2 fois plus énervée que lui. Il me dit, mais t'es énervé, c'est même pas par rapport à toi. Ouais, alors que ça me concerne que moi. Alors que ça concerne que lui. Ouais, c'est vrai. Donc il y a vraiment des trucs comme ça où quand j'en sais rien, il va avoir un client au télé qui prend pas un appel par exemple, que je vais sentir que ça parfois ça même gonfle. Sans parler hein, même mais sans des fois, parler sans parler, juste l'énergie que je dégage. L'autre fois il était en bas, moi j'étais en haut et il m'a expliqué dans la matinée il m'est arrivé ça et tout. Je dis putain, mais je l'ai capté pendant un moment donné en haut, je commençais à m'énerver toute seule, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi je m'énerve? Et lui, il me dit, ça m'est arrivé vers telle heure. Et je dis, oui, ça correspond. Donc voilà, donc c'est des choses qui s'expliquent en tout cas. Et c'est beaucoup plus complexe que ça, mais moi j'adore cet outil parce qu'il est extrêmement déculpabilisant et puis il est un peu challengeant aussi. Donc quand je fais des analyses, vous me donnez votre date et heure de naissance un petit peu avant. Moi, je fais l'analyse complète. Je fais pas une analyse descendante en mode je t'explique ton fonctionnement. Je te dis, ok, les grandes lignes et sur quoi tu as envie de partir en particulier, puis on vient un peu challenger
ces trucs-là. Ok, donc si on a envie de faire l'analyse avec toi, on demande sur Instagram. Sur Instagram, vous pouvez me contacter, Fanny Breast. De toute façon, il y a les refs dans les commentaires. Ok, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non, je pense que c'est largement suffisant pour moi. Je vous ai dit que j'étais pas à l'aise pour parler, puis finalement on a fait un podcast de 1000 ans. Tu m'as dépassé. Je l'ai dépassé. Voilà, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés et regardés sur YouTube. N'oubliez pas de venir vous abonner ou d'activer les petites cloches pour avoir les notifications chaque semaine du podcast. Et on aura de nouveaux thèmes qui vont arriver prochainement. On a eu des recommandations de thèmes super intéressants par rapport à comment gérer la famille, la belle famille, etc. Je pense que ça va être le prochain sujet de podcast, je m'en suis même sûr. Nous, on adore ça, ça nous parle, je pense que ça va aussi vous parler. Donc, si vous avez même des questions par rapport à ça, qui vous bloquent peut-être dans votre vie aujourd'hui, vous n'osez pas le parler, mettez-les en commentaire ou vous nous les envoyez en MP. Ouais, nous, on parle de tout. On pourra même peut-être prendre le temps de répondre à vos questions en direct sur un podcast ou la vidéo. Et voilà, écoutez, moi, je vous remercie. Moi aussi, merci beaucoup d'être arrivé au bout de l'épisode. On vous souhaite une bonne journée, soirée, ou je ne sais pas à quel moment vous en êtes quand vous écoutez ce podcast. Mais en tout cas, on vous dit à très vite. Ciao.